going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. And it would be 28 juillet 2025. Donald Trump lance un ultimatum public, 10 à 12 jours, à Vladimir Poutine pour proposer un règlement du conflit en Ukraine. 8 août. L'ultimatum expire. Résultat ? 0. Trump multiplie les ultimatums sans résultat pour le moment. Mais pendant que Washington et Moscou jouent au poker menteur, l'Europe réalise une vérité brutale. Elle n'est plus maîtresse de son destin, car regardez cette carte. En rouge, les zones d'influence russe. En bleu, l'influence américaine. Et l'Europe ? En gris, spectatrice de son propre avenir. Nous sommes en 2025, mais cette scène vous rappelle quelque chose ? Yalta, 1945. Roosevelt, Staline, Churchill décident du sort de l'Europe. Sans l'Europe. 80 ans plus tard, l'histoire bégaie. Alors, comment l'Union européenne, 450 millions d'habitants, 27 pays, premier PIB mondial, en est-elle arrivée à subir les décisions prises à Washington et Moscou ? Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, remontons 40 ans en arrière. 1985, Ronald Reagan rencontre Mikhaïl Gorbatchev à Genève. L'Europe, absente. 1987, traité de Washington sur les missiles intermédiaires. Négocié par qui ? Les USA et l'URSS. Constante historique. Quand l'Amérique et la Russie négocient, l'Europe subit. Même avec l'effondrement de l'URSS, ce réflexe persiste. Mais voici la différence cruciale. En 1985, l'Europe était divisée, occupée, dépendante. En 2025, elle est unie, souveraine, riche. Alors pourquoi accepte-t-elle encore ce statut de junior ? Revenons aux faits récents. Le 14 juillet, Trump donne 50 jours à Poutine. Le 28 juillet, il réduit à 10-12 jours. Le 8 août, l'échéance expire. Trump se dit très déçu par Poutine. Mais regardez bien, ce ne sont pas des colères impulsives, c'est une stratégie de communication. Trump a appris une leçon fondamentale. L'opinion publique américaine veut voir de l'action, pas des résultats. Car voici la réalité politique de Trump. 60% des Américains veulent une fin rapide du conflit ukrainien, même au prix de concessions territoriales. Ces ultimatums permettent à Trump de dire « j'essaie » sans vraiment prendre de risques. Trump utilise une tactique classique. Créer l'urgence pour masquer l'impuissance. Ces ultimatums sont voués à l'échec faute de moyens de pression réels sur Vladimir Poutine. Mais ils donnent l'illusion de l'action. Côté russe, le Kremlin maintient son engagement pour résoudre le conflit après l'ultimatum de Trump. Traduction diplomatique, on vous écoute poliment, mais on ne bouge pas d'un millimètre. Et pour cause, regardez la situation militaire. Les forces russes contrôlent 18% du territoire ukrainien. Elles progressent lentement, mais régulièrement, dans le Donbass. Pokrovsk, ville stratégique, est menacée. Moscou a déjà posé ses conditions maximalistes. Crimée définitivement russe, reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, contrôle des régions de Zaporijia et Kherson, plus la neutralité perpétuelle de l'Ukraine. Question logique. Pourquoi Poutine céderait-il à des ultimatums quand il pense gagner sur le terrain ? Sa stratégie est simple. Tenir jusqu'aux élections européennes de 2024, espérer une lassitude occidentale, négocier en position de force. Et l'Europe dans tout ça ? Elle découvre qu'elle n'est même pas invitée à la table de négociation. Les Européens ont été informés par Witkoff des discussions avec Poutine, mais ne sont pas directement impliqués. Résultat, humiliation diplomatique. L'Europe finance l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros, accueille 4 millions de réfugiés, subit les conséquences économiques du conflit, mais n'a pas son mot à dire sur la solution. La riposte française est immédiate et ferme. L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens, rappelle Emmanuel Macron. Mais cette phrase cache un message plus profond. Écoutez bien, ne peut se décider sans les Ukrainiens, pas ne peut se décider sans l'Europe. Macron admet implicitement que l'Europe n'est plus un acteur principal. Macron est pris dans une contradiction. Il veut préserver l'alliance avec les USA tout en affirmant l'autonomie européenne. Résultat, une posture qui satisfait l'opinion publique française mais n'influence pas les négociations réelles. L'Europe découvre qu'elle peut protester, mais pas décider. Cette frustration se traduit par une intensification des contacts franco-ukrainiens.
Macron s'entretient quasi quotidiennement avec Zelensky. Message subliminal. Si Washington nous ignore, nous travaillons directement avec Kiev. Mais regardez l'attitude allemande. Olaf Scholz reste étrangement silencieux sur ces ultimatums américains. Pourquoi ? L'Allemagne est le grand perdant géopolitique de cette guerre. Fin du gaz russe bon marché, inflation énergétique, récession industrielle. Berlin rêve secrètement d'un accord, même imparfait. Cette attitude s'inscrit dans une tradition, l'Ostpolitik allemande. Depuis Willy Brandt, l'Allemagne croit au dialogue avec la Russie. Même après 2022, ce réflexe persiste. Les chiffres parlent. L'économie allemande a perdu 2% de PIB depuis 2022, principalement à cause de la crise énergétique. L'industrie chimique allemande délocalise en masse vers les États-Unis où l'énergie coûte 4 fois moins cher. L'Allemagne vit un traumatisme économique comparable à celui de 1973. Sa stratégie énergétique s'effondre, son modèle industriel est remis en cause. Politiquement, Berlin ne peut pas l'avouer, mais économiquement, elle a besoin que ce conflit se termine. À l'opposé, l'Europe orientale vit cette crise comme une question de survie. Pour la Pologne, les pays baltes, la République tchèque, tout accord avec Poutine signifie « nous serons les prochains ». Cette peur n'est pas irrationnelle. Ces pays ont dans leur mémoire collective les invasions, les occupations, les trahisons occidentales. Yalta, où Churchill et Roosevelt ont donné l'Europe de l'Est à Staline, reste une blessure ouverte. Le président polonais Andrzej Duda l'a dit clairement. Aucun accord sur l'Ukraine ne sera acceptable s'il récompense l'agression russe. Message subliminal, plutôt la guerre que la capitulation. Cette angoisse se traduit concrètement. La Pologne consacre désormais 4% de son PIB à la défense, un record mondial. Les pays baltes militarisent leurs frontières avec la Russie. L'Europe de l'Est se prépare au pire. Face à ces positions contradictoires, que peut faire l'Union européenne ? Les dirigeants européens réitèrent leur soutien à l'Ukraine dans un langage diplomatique neutre. Le peuple ukrainien doit avoir la liberté de décider de son avenir. Mais cette unité de façade masque une paralysie structurelle. L'UE fonctionne par consensus. Or, il n'y a pas de consensus européen sur la stratégie à suivre face aux ultimatums américains. Les chiffres le prouvent, 73% des Polonais veulent continuer à soutenir l'Ukraine, quoi qu'il arrive. 61% des Italiens souhaitent une négociation rapide, même avec des concessions territoriales. Comment faire une politique commune avec des opinions publiques si divergentes ? Comment l'Europe peut-elle parler d'une seule voix quand ses peuples pensent différemment ? Analysons ce qui se passe. L'UE découvre les limites de son système. Elle est excellente pour gérer l'économie, le commerce, la réglementation. Mais pour la géopolitique pure, elle reste 27 pays avec 27 intérêts nationaux. Face à des leaders comme Trump ou Poutine qui décident seuls, l'Europe démocratique est structurellement plus lente. Premier scénario. L'Europe accepte définitivement son statut de partenaire junior. Elle soutient les décisions américaines, même prises sans consultation. Concrètement, ça donnerait quoi ? L'Europe continue de financer, les États-Unis décident. Washington négocie avec Moscou, Bruxelles applique. L'UE devient un instrument de la politique américaine, pas un acteur autonome. Ce modèle existe déjà. Le Japon et la Corée du Sud sont des démocraties prospères, mais géopolitiquement alignées sur Washington. Ils ont renoncé à une politique étrangère autonome contre la protection américaine. Avantage pour l'Europe. Sécurité garantie, moins de responsabilités, focus sur l'économie. Inconvénient ? Perte d'influence mondiale, dépendance stratégique, impossible de défendre ses propres intérêts quand ils divergent de ceux des USA. C'est le modèle de l'Europe de 1950-1990. Efficace pendant la guerre froide, mais inadapté à un monde multipolaire. Si l'Europe choisit cette voie, elle renonce à peser face à la Chine, à influencer l'Afrique, à défendre ses entreprises. Elle devient une région riche, mais géopolitiquement insignifiante. Deuxième scénario. L'Europe dit « stop » et construit sa propre puissance. Elle développe une diplomatie autonome, augmente massivement ses budgets de défense et traite d'égal à égal avec Washington. Concrètement, l'UE passerait de 1,5% à 3% de PIB consacré à la défense. Création d'une armée européenne, budget diplomatique multiplié par 5. L'Europe comme troisième pôle mondial, entre l'Amérique et la Chine. Ce modèle a des précédents. De Gaulle sortant du commandement intégré de l'OTAN en 1966. L'Inde de Nehru refusant de choisir entre l'URSS et les USA.
des pays qui ont construit leur autonomie contre leurs alliés. Mais les obstacles sont énormes. L'Europe manque de culture stratégique commune, de capacités militaires autonomes, de leadership unifié. Et surtout, l'opinion publique européenne est-elle prête à payer le prix de l'indépendance? Troisième scénario, malheureusement le plus probable, l'Europe n'arrive pas à choisir et se divise. Certains pays suivent Washington, d'autres tentent l'autonomie, d'autres encore se rapprochent discrètement de Moscou. Concrètement, un bloc atlantiste, Pologne, pays baltes, Royaume-Uni post-Brexit revenant dans l'OTAN. Un bloc autonomiste, France, peut-être l'Espagne. Un bloc neutraliste, Allemagne, Autriche, Hongrie cherchant la réconciliation avec la Russie. Les conséquences? La fin de la politique étrangère commune européenne. Retour aux diplomaties nationales du 19e siècle. Et surtout, une Europe divisée devient une proie facile pour les autres puissances. Car ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine n'ont intérêt à une Europe unie et forte. Tous préfèrent traiter avec des États européens séparément. La division européenne arrange tout le monde, sauf les Européens. C'est le piège dans lequel tombe l'Europe depuis 30 ans. Elle rêve d'unité, mais ne supporte pas le prix de l'unité. Résultat, elle reste dans un entre-deux fatal. Trop unie pour être flexible, pas assez unie pour être puissante. Face aux défis du XXIe siècle, cette position médiane devient intenable. Mais tous ces scénarios oublient un acteur crucial. L'Ukraine elle-même. Zelensky a clairement rejeté l'idée que son pays abandonne du territoire pour la paix. Et cette position a le soutien de 78% de la population ukrainienne, même après 3 ans de guerre. L'Ukraine peut-elle refuser un accord imposé par ses alliés? Juridiquement oui. Pratiquement, c'est plus compliqué. Car l'Ukraine dépend totalement de l'aide occidentale, 60 milliards d'euros de l'UE, 50 milliards des États-Unis. Sans cette aide, la résistance s'effondre en 3 mois. Zelensky peut-il dire non à ceux qui le financent? Alors, que nous révèlent ces ultimatums sur l'état réel de l'Europe? Qu'en 2025, 80 ans après Yalta, l'Europe reste psychologiquement dépendante de ses protecteurs. Le plan de Marshall de 1947 a créé une habitude. L'Amérique décide, l'Europe suit. Paradoxe européen. Première puissance économique mondiale, mais influence géopolitique de second rang. 450 millions d'habitants, 18 000 milliards de PIB, mais incapable d'imposer sa vision sur un conflit à ses portes. Cette situation révèle ce qu'on pourrait appeler le syndrome du protectorat. L'Europe s'est habituée à être protégée qu'elle a perdu l'habitude de se protéger. Résultat, quand les protecteurs négocient sans elle, elle proteste mais n'agit pas. Car cette crise ukrainienne pose une question existentielle. L'Europe veut-elle être un acteur ou un spectateur de l'histoire du XXIe siècle? Si elle choisit d'être spectateur, elle peut continuer ainsi. Déléguer la géopolitique aux États-Unis, se concentrer sur l'économie et le social. C'est un choix légitime, mais c'est un choix d'effacement. Si elle choisit d'être acteur, elle doit accepter le prix de l'autonomie. Budget militaire doublé, risques diplomatiques assumés, unité politique renforcée. Et surtout, accepter que l'indépendance ne se reçoit pas, elle se conquiert. Cette question ne concerne pas que les dirigeants actuels. Elle engage l'avenir de 450 millions d'Européens. Quel monde voulons-nous laisser aux générations futures? Une Europe vassale, prospère mais insignifiante? Ou une Europe souveraine, plus risquée mais maîtresse de son destin? Car contrairement à 1945, cette fois, le choix appartient aux Européens eux-mêmes. Pas besoin d'attendre les décisions prises à Washington ou à Moscou. Et vous, citoyens du monde qui nous regardez, quel scénario souhaitez-vous? L'Europe suivra-t-elle, se rebellera-t-elle ou se divisera-t-elle? La réponse à cette question déterminera les 50 prochaines années du vieux continent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de cette actualité en mouvement permanent. À très bientôt pour de nouvelles analyses géopolitiques.